Récemment, j'ai regardé un très court reportage à la télévision, assez ludique, qui était destiné aux enfants sur l'espérance de vie. Il était expliqué que l'espérance de vie était mesurée pour la population de France depuis l'année 1740. Et à cette date, l'espérance de vie était de 25 ans. Début du XXe siècle, l'espérance de vie est en moyenne de 33 ans. Et dans ce reportage destiné aux enfants, l'intervenant dit à ce moment-là « Et Pasteur arriva ». Ça en dit long. Ça en dit long, et je vous précise cela parce que j'appartiens à un cabinet d'avocats de victimes, et une victime n'est pas une personne qui ne souhaite pas se faire vacciner. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Attention, une victime n'est pas une personne qui ne souhaite pas se faire vacciner. Une victime est une personne qui se fait volontiers vacciner, par confiance évidemment dans la politique publique de vaccination, mais pour laquelle, en tout cas, le risque se réalise. Voilà ce qu'est une victime, s'agissant de ce domaine. Alors si la vaccination, naturellement, est un devoir citoyen, au nom de l'immunité de groupe, évidemment, eh bien, les impératifs de santé publique posent en droit, notamment, des questions d'importance. À mon sens, il y en a deux. Tout d'abord, eh bien, l'obligation vaccinale constitue évidemment une atteinte rare et exceptionnelle à la liberté fondamentale du consentement libre et éclairé. Quand même, rappelons-le, malgré tout. Lorsque vous avez une vaccination qui n'est pas consentie, c'est un acte invasif qui peut porter atteinte à l'intégrité du corps humain, qui est lui-même protégé par les lois de bioéthique. Et c'est ici qu'à mon sens, le Conseil d'État a un rôle essentiel puisque le Conseil d'État est garant de la protection objective des administrés. Il a un rôle de contrôle, il a un rôle de contre-pouvoir qu'il a d'ailleurs exercé récemment. Donc je souhaitais d'ailleurs vous faire un petit point d'actualité sur cet arrêt qui a été rendu par le Conseil d'État en février 2017. Le cas d'espèce était le suivant. Je rappelle qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de décembre 2017, il y avait 3 vaccins obligatoires, la vaccination antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine et la vaccination anti-poliomyélite. C'était les seuls vaccins obligatoires pour tous. Des parents se sont plaints auprès de l'administration de devoir, pour respecter cette obligation de vaccination, finalement, faire subir à leurs enfants des injections de vaccins comportant des valences non obligatoires, avec les valences obligatoires. C'est un vrai sujet, et aussi une contestation légitime de la part des parents. Il se trouve que ces vaccins n'étaient pas disponibles sur le marché, qu'ils avaient donc d'autres vaccins qui comportaient des valences non obligatoires. C'est quand même une question importante. L'impossibilité de se procurer ces seuls vaccins a donc conduit à la saisine du Conseil d'État, lequel, dans sa décision que je vous ai rappelée du 8 février 2017, a relevé plusieurs points. Tout d'abord, il a relevé qu'effectivement, depuis plusieurs années, eh bien, il n'y avait pas sur le marché des vaccins correspondant aux seules obligations légales, c'est la première chose. Donc c'était une réalité, il y avait une pénurie à ce sujet. Et au nom de la liberté du consentement, le Conseil d'État a tout de même enjoint au ministre de la Santé de prendre les mesures destinées à permettre effectivement de rendre disponibles ces vaccins dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision. Je vous parle de ce délai de 6 mois parce que c'est une injonction de l'autorité suprême administrative à laquelle l'administration doit se conformer. Et finalement, à l'expiration de ce délai de 6 mois, on ne sait pas véritablement quelles mesures ont été prises par le gouvernement, si ce n'est la promulgation ultérieurement de cette fameuse loi de décembre 2017 qui finalement décide de rendre obligatoire les produits actuellement sur le marché. Alors comment interpréter cette réaction du gouvernement? C'est quand même intéressant. Alors moi j'ai 3 hypothèses. La première, c'est que l'administration, donc le gouvernement, ne veut pas user de son pouvoir vis-à-vis des industriels. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je rappelle quand même que la suspicion de connivence n'est pas nouvelle en la matière. Deuxième hypothèse, l'administration contourne l'autorité de la chose jugée. C'est une forme de pied de nez. Je pense que le Conseil d'État sera ravi d'ailleurs de cette... Mais monsieur le Conseil d'État nous donnera peut-être son avis sur la réaction de l'administration. Et la raison officielle, naturellement, cette situation s'explique par les connaissances médicales et scientifiques, la situation épidémiologique. Je ne suis pas technicienne, vous êtes praticien professionnel. C'est peut-être une raison, effectivement, qui est exacte et légitime. En tout cas, c'est la raison officielle.
Un petit mot sur effectivement ce que disait mon confrère tout à l'heure en vous disant voilà, il y a une évolution avec la loi de 2017. Maintenant, si les parents ne font plus vacciner leur enfant, il n'y a plus de sanction pénale, c'est exact. Une sanction sociale. Sanction sociale, puisqu'effectivement, les enfants ne pourront plus être admis en collectivité. Évidemment, c'est une sanction qui est moins grave que la sanction pénale, mais à mon sens, sera plus efficace. Quelle organisation pour les parents à mettre en place si leur enfant ne peut plus aller à l'école, ne peut plus participer à des événements, des activités de loisirs ou sportives. Vous imaginez bien, ça sera efficace. Je pense que c'était plus juste d'aller dans ce sens-là s'ils veulent vraiment que les parents vaccinent leur enfant. Deuxième question importante, évidemment, c'est l'objet de mon intervention, la question des conséquences dommageables qui pourraient résulter de la vaccination obligatoire. Alors j'utilise le conditionnel parce que pourrait, évidemment, n'a pas la même portée sur le plan scientifique, sur le plan juridique. J'y viendrai, le lien de causalité, parce que c'est évidemment l'enjeu de la discussion. Alors la responsabilité de la puissance publique peut-elle être engagée alors que toutes les mesures de précaution ont été prises, c'est-à-dire en l'absence de faute? La réponse est oui. La réponse est oui, sous certaines conditions naturellement, mais la réponse est oui. C'est un régime spécifique de réparation par la solidarité nationale qui a été mis en place en cas de dommages subis suite à une vaccination obligatoire. S'agissant des textes, je vais vous épargner la lecture des textes, simplement sachez que ce régime est prévu par les dispositions des articles L. 3111-9 et suivants du Code de la santé publique qui prévoit effectivement qu'en cas de dommages semble-t-il imputable à une vaccination, eh bien, l'ONIAM assure la réparation intégrale des dommages subis par la victime. Ce qu'il faut retenir, je préfère vous indiquer les points, à mon sens, essentiels à retenir s'agissant de ce régime, c'est que, en matière de responsabilité des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire, ce n'est plus une responsabilité directe de l'État qui devait, par le passé, assumer les conséquences de ses choix de santé publique. C'est une prise en charge aujourd'hui via une procédure de solidarité nationale. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une voie exclusive. C'est-à-dire que les actions de droit commun peuvent toujours être intentées par la victime à l'encontre du producteur, du praticien, et j'en passe. La réparation est intégrale et non forfaitaire, c'est important de le préciser parce que c'est une réparation par la solidarité nationale et souvent c'est une question qui se pose. C'est une réparation intégrale, si bien que la victime ne perdra rien à privilégier cette action par rapport à une action de droit commun qui, au surplus, je ne vous le cache pas, peut apparaître plus difficile puisque vous avez tout de même la démonstration d'une faute aussi, s'agissant des actions menées dans le cadre du droit commun. Un point important, vaccination obligatoire. Figurez-vous que c'est un sujet aussi qui est source de débat et de discussion en contentieux, puisque parfois nous avons des juridictions administratives qui rejettent des actions indemnitaires formées par les victimes, considérant que la vaccination n'avait pas le caractère obligatoire. Nous avons eu un dossier au cabinet où c'était une jeune femme qui avait effectué des stages dans des centres hospitaliers qui lui étaient imposés dans le cadre de ses études de diététicienne. Et elle a dû être vaccinée contre l'hépatite B et la Cour administrative d'appel de Paris a considéré que, bon, il y a eu des suites, des conséquences dommageables, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré que son action n'était pas recevable dans la mesure où cela ne constituait pas une vaccination obligatoire au sens des dispositions du Code de santé publique. Sachez que cet arrêt a été censuré par le Conseil d'État qui a indiqué, je cite rapidement, que cette obligation peut trouver à s'appliquer, donc l'obligation de vaccination peut trouver à s'appliquer à des stagiaires qui, bien que n'occupant pas un emploi permanent au sein d'un établissement de santé, sont temporairement conduits à exercer des fonctions les exposant à un risque de contamination. On a une position très favorable de la juridiction administrative, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Un petit point de précision, lorsque la vaccination présente plusieurs valences, obligatoires, non obligatoires, que se passe-t-il ? Lorsque cette vaccination présente plusieurs valences, dont au moins une est obligatoire, le régime spécifique ne peut être écarté que s'il est démontré que la complication est due à la valence facultative. Donc, encore une fois, les victimes sont particulièrement protégées. Enfin, dernier point qui me permettra d'en arriver à la deuxième partie de mon intervention, la victime doit établir le lien de causalité entre la vaccination et son dommage. Évidemment, toutes les discussions aujourd'hui entourent la question du lien de causalité, en l'absence de certitude scientifique, bien sûr. Je ne reviendrai pas sur ce que vous a déjà dit mon confrère
S'agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation, effectivement, vous avez cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui vient préciser un peu les choses, mais finalement, la Cour de cassation n'a pas saisi l'occasion, peut-être derrière, de faire les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas des différences de cas, de traitement de cas s'agissant de ce type de dossier. Au contraire, vous avez une loterie judiciaire puisque le juge du fond de l'ordre judiciaire peut rendre une décision pour un même dossier qui sera différente de la décision que pourra rendre un autre magistrat concernant le même dossier, ce qui, à mon sens, n'est pas du tout une bonne chose. C'est plutôt source d'insécurité juridique. J'espère que ça va évoluer naturellement. Alors, le Conseil d'État, lui, adopte une position plus favorable aux victimes, plus claire, pour le coup, véritablement. Précisons que l'interprétation de la Cour de justice européenne n'est pas opposable au Conseil d'État, lequel peut tout à fait contraindre les juridictions administratives à présumer le lien de causalité lorsque certains éléments chronologiques et cliniques propres à la victime se trouvent réunis. C'est le cas, on vous l'a rappelé, tous ces éléments, ces indices sur la concomitance entre la date de vaccination et l'apparition des symptômes, l'absence d'antécédents neurologiques et familiaux, etc. Cette position plus favorable aux victimes, on ne la retrouve pas que s'agissant de la survenance de la sclérose en plaques suite à une vaccination contre l'hépatite B, pas seulement. C'est vrai que ce sont les débats essentiels et principaux qui reviennent souvent, mais le Conseil d'État avait déjà reconnu en 2012 un lien entre l'aluminium d'un vaccin et les symptômes de la myofascite à macrophages. La position du Conseil d'État a d'ailleurs été suivie par les cours administratives d'appel. Un exemple récent qui a fait grincer des dents, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 22 décembre 2017 qui a admis la mise en cause de la puissance publique par une secrétaire médicale qui avait développé la myofascite à macrophages après une vaccination contre l'hépatite B. Également, un autre arrêt qui a fait grincer des dents, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux encore plus récent qui date du 26 juin 2018 qui a admis l'existence d'un lien de causalité d'une probabilité suffisante entre le vaccin très classique DTP, donc Revarix, un rappel de vaccin, et la survenance d'une polyarthrite inflammatoire chronique. On vous a parlé des experts. Dans ce dernier arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le juge s'est fondé exclusivement sur le rapport des experts. Il s'agissait d'un neurologue et d'un rhumatologue qui ont dit, je cite l'arrêt, que les experts en déduisent que le lien de causalité entre la vaccination et les troubles que Mme D a présentés et dont elle conserve des séquelles est probable en raison de la chronologie et des données médicales actuelles. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État, cette probabilité suffisante a fait que le lien de causalité juridique, et non pas scientifique bien sûr, a été admis, les adjuvants aluminiques étant en cause. J'aimerais aussi préciser que, parce qu'il y a eu, alors je vais vous donner simplement une lecture que j'avais faite du magazine Sciences et Avenir, car évidemment, il y a des détracteurs à la jurisprudence administrative. Évidemment, les scientifiques ne comprennent pas. Alors, je vais citer, en espérant ne pas me tromper, une déclaration de Mme Grangeot-Quéros de l'Académie nationale de pharmacie, qui a déclaré dans le magazine Sciences et Avenir de mars 2018, donc c'est assez récent, « Je ne comprends pas les tribunaux qui prennent ces décisions. Sur quoi se base-t-il ? Il est regrettable que l'autorité judiciaire ne suive pas les scientifiques. On va aboutir à quoi? Au fait que les gens ne vont plus se faire vacciner. » Alors, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que les juristes n'agissent pas à l'encontre des scientifiques, simplement la causalité n'a pas le même sens pour les scientifiques et pour les juristes. Il faut bien comprendre cela. La causalité scientifique s'établit grâce à des faits statistiquement significatifs et des résultats reproductibles rassemblés en nombre suffisamment large de personnes. Sur un nombre suffisamment large de personnes. La causalité juridique, elle, repose sur un faisceau d'arguments aboutissant à une présomption concernant un cas précis. On ne parle donc pas de la même causalité. Évidemment, le rôle des experts est majeur s'agissant des expertises qui sont ordonnées, des expertises médicales, mais sachez que la causalité juridique n'est pas la causalité scientifique. Un mot sur l'expertise. Alors, il y a une particularité dans ce domaine, c'est qu'évidemment, le juge se fonde sur l'expertise judiciaire, mais pas seulement. Certains auteurs parlent aussi d'expertise décisionnelle, sur le terrain duquel le débat se déplace souvent, c'est-à-dire que finalement, la partie qui considère que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas favorable va communiquer des études ou des travaux de recherche qui sont contradictoires. Donc, le juge, compte tenu du domaine, se fonde aussi sur cette expertise décisionnelle. Un dernier mot sur la mission
que vous pouvez avoir en qualité d'expert, s'agissant, parce que ce qui est le plus important pour nous, juristes, c'est évidemment la détermination du lien de causalité. Il est important que des réponses soient apportées sur les antécédents médicaux personnels familiaux de la victime, l'écoulement du délai entre les injections du vaccin et l'apparition de la maladie, mais aussi parce que ça ne fait pas toujours l'objet d'une mention dans la mission, et nous, avocats, sommes obligés parfois de le solliciter par dire. Nous sollicitons que l'expert se prononce sur l'absence d'autres causes que la vaccination à l'origine de la maladie. C'est un élément d'information supplémentaire pour le magistrat pour pouvoir évidemment se prononcer sur le lien de causalité. Et j'en aurai terminé.